Bonjour à tous et bienvenue sur Mystère du Monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous embarquons pour une aventure exceptionnelle, un voyage à travers le temps entre terre et mer, sur les traces d'une construction unique en son genre, le mythique Fort Boyard. Prévu initialement sous Louis XIV mais jugé trop ambitieux, ce projet titanesque a finalement vu le jour sous Napoléon Bonaparte avant d'être achevé sous Louis-Philippe. Ce fort, jamais utilisé à des fins militaires, est devenu une icône de la culture populaire grâce à l'émission télévisée d'aventure diffusée dans de nombreux pays qui a captivé et captive encore des millions de téléspectateurs à travers le monde. Nous allons explorer l'histoire fascinante de ce fort, de sa conception audacieuse à son abandon, jusqu'à sa renaissance spectaculaire sur nos écrans. Préparez-vous, chers amis, à plonger dans les profondeurs de l'histoire du Fort Boyard, un véritable trésor de l'ingénierie du 19e siècle. Le Fort Boyard est un monument d'architecture unique et audacieux. Il se dresse majestueusement entre deux joyaux de la côte atlantique française, l'île d'Aix et l'île d'Oléron. Il est érigé au beau milieu de l'océan Atlantique, une position stratégique qui en faisait autrefois un point de défense idéal pour la côte. Son emplacement précis est sur un banc de sable connu sous le nom de Longe de Boyard. Cette bande de sable s'étend dans les eaux tumultueuses de l'Atlantique, offrant un terrain d'assises pour ce colosse de pierre. La construction sur un tel site était à l'époque considérée comme un exploit d'ingénierie audacieux, voire téméraire. L'idée même d'élever une structure imposante dans un environnement aussi inhospitalier a longtemps été perçue comme une folie. Avec sa silhouette oblongue, le fort est idéalement positionné dans les eaux de l'océan Atlantique. Situé à une distance de 2900 mètres de l'île d'Aix et à 2400 mètres de l'île d'Oléron, il fait figure de gardien entre ces deux îles pittoresques. Sa position stratégique a été choisie pour créer une ligne de défense impénétrable contre les attaques maritimes potentielles. Mesurant 68 mètres de long et 31 mètres de large, il offre une superficie au sol de 2065 mètres carrés. En ajoutant les divers niveaux de la structure, sa surface s'étend au total à 2689 mètres carrés. Au cœur de cette immense structure se trouve une cour intérieure, un espace ouvert mesurant 43 mètres de long et 12 mètres de large, avec une surface totale de 565 mètres carrés. Les murs d'enceinte sont une véritable prouesse d'ingénierie. Atteignant 20 mètres de hauteur depuis leur fondation, ces murs de pierre massif ont été conçus pour résister à l'épreuve du temps et des éléments. Le concept initial du Fort Boyard a vu le jour au XVIIe siècle, dès 1666, sous le règne du roi Soleil Louis XIV. La raison principale de cette construction était de renforcer la défense de l'arsenal de Rochefort, un site militaire stratégique qui à l'époque jouait un rôle clé dans la puissance maritime de la France. Cependant, même si l'idée d'une telle fortification était logique d'un point de vue stratégique, elle se heurtait à une réalité technique et technologique insurmontable pour l'époque. Les outils et les méthodes de construction disponibles durant le règne de Louis XIV ne permettaient tout simplement pas de construire une structure massive en plein océan sur un banc de sable qui disparaissait sous les flots à marée haute. Les technologies maritimes, les connaissances en ingénierie et les matériaux de construction de l'époque étaient loin d'être suffisants pour mener à bien un tel projet. L'ingénieur Vauban, réputé pour son génie en matière de fortification militaire et son pragmatisme, a d'ailleurs qualifié ce projet de folie. Conscient des limites techniques de son temps, il a exprimé ses doutes en déclarant qu'il serait plus facile de saisir la Lune avec les dents que d'entreprendre une telle construction. Malgré les rêves ambitieux de Louis XIV et de ses architectes, le premier projet du Fort Boyard n'a donc pas réussi à se concrétiser. Les défis insurmontables posés par le site de construction en pleine mer ont conduit à l'abandon de ce projet audacieux. La mer, souvent imprévisible et redoutable, a remporté cette première bataille, forçant les constructeurs à reporter leur vision à une époque future. Pendant près d'un siècle, le projet a été mis en sommeil comme une idée rêveuse attendant patiemment le moment propice pour refaire surface. Et ce n'est qu'au début du 19e siècle que le concept du Fort Boyard a refait surface sous le régime de Napoléon Bonaparte, qui avait une vision claire de la nécessité d'une forte présence militaire le long de la côte atlantique de la France. À cette époque, la France était en guerre contre le Royaume-Uni, et Bonaparte avait compris que pour protéger efficacement l'arsenal de Rochefort, l'île d'Aix et l'estuaire de la Charente contre une attaque de la puissante flotte britannique, un point de défense en mer était essentiel. Le fort devait donc être une sentinelle avancée, un rempart de pierre contre l'invasion, signalant clairement aux Britanniques que la France était prête à défendre ses eaux avec détermination. La construction du fort était donc non seulement un projet architectural défensif, mais aussi un message politique fort. En 1801, Bonaparte, prenant en compte les avancées technologiques et militaires de l'époque, donne son aval à un projet novateur, inspiré par les travaux de Marc René, marquis de Montalembert, qui était un général, homme de lettres et ingénieur français de renommée,
pour sa spécialisation dans les fortifications défensives. Un nouveau plan de construction a été élaboré. Montalembert a été l'un des pionniers de la fortification perpendiculaire, une approche révolutionnaire de la défense qui privilégiait l'utilisation de canons puissants disposés en casemate pour faire face directement à l'ennemi. Le Fort Boyard a été destiné à devenir une incarnation concrète de cette théorie, une forteresse imposante dotée d'une puissance de feu impressionnante, prête à repousser tous les assauts navals. C'est en 1803 que le travail sur le terrain a réellement commencé, avec la construction d'un camp de base sur l'île d'Oléron. Ce camp servait de centre logistique pour le projet, abritant des ateliers, des zones de stockage de matériaux et des logements pour les ouvriers. Avec le temps, ce camp de travail s'est transformé et s'est développé pour devenir le village de Boyardville. En ce qui concerne la construction en mer, elle a officiellement commencé le 11 mai 1804. Ce jour-là, un premier bloc de rochers massifs de 7 mètres cubes a été posé au fond de l'océan. Ce bloc est surmonté d'une balise en fer pour marquer sa position. Une fois le premier bloc de rochers posé, d'autres blocs rocheux sont ajoutés autour de lui pour servir d'assise aux fondations. Les gabarres, ces robustes bateaux de transport, apportent constamment des blocs rocheux supplémentaires prélevés sur l'île d'Aix pour servir d'assise aux fondations. La tâche est herculéenne et complexe, nécessitant des ressources matérielles et humaines considérables. Malgré les défis, l'équipe de construction parvint à déposer près de 11 000 mètres cubes de roches sur le site d'ici la fin de l'année 1804. Cependant, ce progrès impressionnant est ralenti par un manque de main-d'œuvre et de navires, en plus des conditions météorologiques difficiles en mer. En 1805, un renforcement des ressources est opéré pour faire avancer le projet. Les efforts redoublés aboutissent à l'ajout de 26 000 mètres cubes de roches supplémentaires sur le site d'ici la fin de l'année. Parallèlement, un premier mur de couronnement est érigé, servant de test pour évaluer la résistance aux assauts constants des vagues. Malheureusement, ce premier essai est un échec, les tempêtes hivernales de 1805 et 1806 renversent ou déplacent les blocs. Néanmoins, l'équipe de construction ne se décourage pas et poursuit son travail tout le long de l'année 1806. Ils ajoutent 16 000 mètres cubes de roches supplémentaires et construisent une première assise avec des blocs de 3 mètres cubes. Encore une fois, les éléments se montrent impitoyables, les tempêtes hivernales de 1806 et 1807 important ces blocs. En 1807, face à l'ampleur des défis posés par la construction du fort, l'effort logistique est intensifié. Un total de 27 navires avec 186 membres d'équipage à bord sont maintenant déployés pour le projet. Le chantier prend des proportions gigantesques avec la présence de plus de 600 ouvriers. Le processus de construction de l'assise, la fondation sur laquelle le fort doit reposer, est lancé pour la deuxième fois. Les blocs précédemment utilisés s'étant enfoncés dans le sable, une nouvelle approche est alors adoptée. Cette fois, des blocs de 10 mètres cubes sont utilisés, ancrés avec des joints à la chaux et renforcés avec des crampons de fer sur le pourtour. Cependant, même cette nouvelle méthode ne résout pas tous les problèmes. La masse totale des rochers, maintenant estimée à 66 000 mètres cubes, est si lourde qu'elle s'enfonce de plus d'1 mètre sous son propre bois. Pire encore, les tempêtes hivernales de 1807 et 1808 frappent le site de construction, infligeant de nouveaux dégâts à l'assise. De plus, la situation financière du projet se complique. Les coûts initialement estimés sont largement dépassés et les crédits sont suspendus. Les salaires des ouvriers qui ont travaillé sans relâche face à d'immenses défis tardent à arriver et face à cette situation, des mutineries éclatent parmi les ouvriers. Au cœur de l'été 1808, l'empereur Napoléon Bonaparte se rend personnellement sur le site de construction. Impressionné par l'ampleur du défi et face aux contraintes techniques et environnementales, il prend la décision de réviser le projet à la baisse. Au lieu d'un fort imposant initialement prévu, il ordonne la construction d'une structure plus petite, réduisant les dimensions à 40 mètres sur 20. Malgré ce coup dur pour les ambitions du projet, les ouvriers et ingénieurs ne perdent pas leur détermination. En 1809, ils reprennent leurs outils et leurs plans révisés, déterminés à faire avancer la construction de ce qui allait être une merveille d'ingénierie maritime. Le chantier reprend vie, avec le bruit des marteaux sur le fer et le grondement des blocs des pierres déplacées. Cependant, le 1er avril de cette même année, un événement imprévu se produit. Alors que les ouvriers s'affairent à leur labeur, une frégate britannique apparaît à l'horizon et sans sommation, elle ouvre le feu sur le site de construction. Les ouvriers pris au dépourvu se trouvent au milieu d'un véritable champ de bataille naval et plusieurs d'entre eux seront tués ou blessés dans cette attaque. L'incident conduit à une confrontation majeure connue sous le nom de bataille des brûlots. Les effets de cet affrontement sont dévastateurs pour le projet. En raison de la menace constante posée par la présence britannique dans les eaux environnantes et les pertes subies lors de l'attaque, la décision est prise de suspendre les travaux du fort. Cette interruption marquera une autre pause dans le long et complexe processus de la construction de Fort Boyard.
Ce n'est que lors du règne de Louis-Philippe, dans un nouveau contexte de tension croissante entre les Français et les Britanniques, que le projet de construction du Fort Boyard est relancé. En 1841, une réévaluation du projet est réalisée avec des attentes réduites par rapport au plan original. De plus, de nouveaux fonds sont alloués pour la poursuite des travaux. Depuis l'arrêt en 1909, l'arrochement réalisé à l'époque a continué à s'enfoncer sous le poids de sa propre masse, et il est maintenant d'environ 1 mètre plus bas que le niveau de la mer. Toutefois, cet enfoncement n'est pas entièrement négatif, le temps écoulé a permis à l'arrochement de se stabiliser. Au lieu d'un terrain instable et en mouvement, les constructeurs ont maintenant une base solide et stable sur laquelle travailler. Une approche innovante est déployée pour la construction des assises du fort. Plutôt que de continuer à empiler des rochers, les ingénieurs optent pour des caissons de chaux. Ces caissons sont préfabriqués sur le camp de base de l'île d'Oléron et sont ensuite transportés jusqu'au chantier par des gabarres, des grandes embarcations à fond plat spécialement conçues pour le transport de charges lourdes. Les caissons sont mis en place à marée basse à l'aide d'une grue à vapeur. Pour accélérer le rythme des travaux et rattraper le temps perdu, des équipes d'ouvriers se relaient jour et nuit. Leur travail acharné porte enfin leurs fruits. En 1848, le socle du fort est achevé. Ce socle monumental s'élève à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer à marée haute, formant une base solide pour la construction du fort proprement dit. C'est en 1849 que commence la construction du fort au-dessus du socle. Le génie militaire prend alors la relève des entreprises civiles qui avaient construit l'assise. Ce projet monumental s'étendra sur une décennie. Le parement des assises des murs extérieurs est constitué de blocs de granit robustes provenant du Cotentin. Pour l'ossature du fort, située au-dessus du socle, les blocs de pierre taillés provenant de la carrière de Crasane sont utilisés. Ces blocs sont transportés sur la Charente et acheminés jusqu'au chantier par bateau. La construction du fort suit une progression méthodique. En 1852, le rez-de-chaussée est achevé, comprenant des citernes, des magasins pour la poudre et les vivres, ainsi que des cuisines. En 1854, le premier étage est terminé, offrant des logements pour les officiers et les soldats. Finalement, en 1857, la construction du fort se termine avec l'achèvement du second étage qui abrite des logements supplémentaires, une infirmerie et une terrasse couronnée d'une tour pour la vigie. Les premiers canons sont installés en 1859. Mais le projet est confronté à un nouveau défi que l'armée avait sous-estimé, la difficulté de l'accès au fort. En effet, en raison de la faible profondeur des eaux entourant le fort, l'accès est pratiquement impossible à marée basse ou lorsque la mer est agitée. De plus, lors des tempêtes, les embruns montent jusqu'au sommet du fort, inondant la cour intérieure et les impacts des vagues font trembler la structure. Il y a eu des moments où le fort ne pouvait pas être ravitaillé pendant plusieurs mois et un canon a même été délogé de son affût. Afin de faciliter l'accès au fort, 2 jetées provisoires s'ouvrant à 30 degrés ont été construites dès 1850 au sud pour les besoins du chantier. Cependant, en raison de leur construction légère, elles ont été emportées par les tempêtes et ont dû être reconstruites en 1852. Pour pallier à ces problèmes, la construction d'un havre d'abordage au sud sous la tour de vigie et d'un brise-lames au nord-ouest pour protéger le fort des vagues a été décidée en 1859. La construction de ces structures s'est heurtée à de nombreux problèmes. Face à ces défis, le projet a été réévalué en 1864. Le brise-lames initial a été remplacé par un simple éperon rocheux de forme triangulaire adossé à une extrémité du fort. Une digue a été ajoutée pour protéger le havre d'abordage et les jetées existantes ont été prolongées de 8 mètres. Pour ce nouveau chantier, un dispositif de manutention amélioré a été utilisé, ce qui permet d'achever les travaux avec succès. Cette dernière phase de construction a marqué l'achèvement du fort dans son ensemble. Le projet verbal officiel de fin de travaux a été signé le 6 février 1866, mettant ainsi un terme à un projet mal qui avait duré des décennies. Le Fort Boyard avait la capacité d'accueillir jusqu'à 250 hommes pour une durée de 2 mois, sans nécessité de contact avec le continent. Cependant, entre les premières esquisses du projet et l'achèvement de la construction, l'évolution technologique a fait en sorte que la portée des canons a considérablement augmenté, ce qui a réduit l'utilité stratégique du fort. Son utilisation militaire n'étant pas à la hauteur des attentes initiales, il est petit à petit délaissé par l'armée et laissé un temps à l'abandon et devient alors une cible pour les pillards. Plus tard, le fort sert temporairement de prison pour les soldats prussiens capturés pendant la guerre franco-allemande de 1870, puis pour les prisonniers politiques. Après cette période, et en raison de son inutilité apparente, un projet est proposé pour le démolir complètement en ne laissant que sa base de granit. L'idée est d'y installer 2 grandes tourelles automatiques capables de se lever et de s'abaisser sur elles-mêmes.
Cependant, en raison de l'opposition à cette proposition, elle n'a jamais été mise en œuvre. Finalement, en 1913, l'armée reconnaissant l'obsolescence militaire du fort décide de l'abandonner. Les canons sont vendus à des ferrailleurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il sert de cible d'entraînement pour les forces allemandes, un triste sort pour une structure autrefois considérée comme un rempart contre les attaques ennemies. Le 1er février 1950, il est inscrit au titre des monuments historiques par le ministère de la Culture. Mais cette reconnaissance officielle ne suffit pas à lui donner un nouveau souffle de vie et le fort reste toujours à l'abandon. Le 28 mai 1962, l'État met le fort aux enchères au prix de départ de 7 500 francs. Andrea Hertz, un chirurgien dentiste et restaurateur à Avoriaz, remporte l'enchère à 28 000 francs. Et malgré son amour pour le fort, il n'a pas les ressources nécessaires pour entreprendre une restauration complète et le fort continue de se dégrader. À Hertz faire plusieurs visites sur place, campe plusieurs fois avec ses enfants, mais ces visites deviennent de plus en plus rares avec le temps. En 1984, le président de la République François Mitterrand, connaissant depuis son enfance l'histoire fascinante du fort, décide de le visiter. Cependant, l'accès au monument, que ce soit par la mer ou par les airs, est rendu difficile par des conditions météorologiques, la destruction du havre d'abordage par les vagues et le vent, et finalement l'hélicoptère du président est obligé de se contenter de se mettre en vol stationnaire au-dessus du fort, laissant le président observer le monument sans jamais y poser le pied. Après avoir essayé d'entretenir le fort pendant des années sans succès, Andrea Hertz décide finalement de se séparer de cette propriété monumentale et la met à nouveau en vente. En novembre 1988, il vend finalement le fort pour un montant d'1,5 million de francs. L'acheteur n'est autre que la société de production de jeux télévisés de Jacques Antoine, un célèbre producteur de télévision. Antoine, qui n'a pas l'intention de garder le fort pour lui, conclut une transaction innovante et revend immédiatement le fort au Conseil général de Charente-Maritime, non pas pour une somme importante, mais pour un franc symbolique. En échange de cette affaire avantageuse, le Conseil général s'engage à effectuer les travaux de réhabilitation nécessaires pour restaurer le fort. De plus, ils assurent à Jacques-Antoine et à sa société Jacques-Antoine et compagnie l'exclusivité de l'exploitation du fort. Ainsi, le Fort Boyard entre dans une nouvelle ère de son existence. Il est transformé de monument historique délabré en un lieu de tournage d'une émission télévisée les plus populaires de France. Le Fort Boyard, autrefois un symbole de défense militaire, devient maintenant un symbole de divertissement et d'aventure pour des millions de téléspectateurs. En 1988, alors que le fort est encore sous le contrôle de la société de production, un nettoyage partiel est entrepris. L'opération comprend l'évacuation des pierres, des gravats, des boulets et des herbes sauvages de la cour, ainsi que la fermeture des soutes endommagées. Cet assainissement a pour objectif d'attirer des producteurs de chaînes de télévision du monde entier intéressés par le potentiel du fort comme un lieu de tournage pour une émission de jeu. En juillet 1989, après le transfert de la propriété au Conseil général de la Charente-Maritime, la rénovation complète du fort commence véritablement. Dans le cadre de ces travaux, une plateforme auto-élévatrice et une passerelle d'accès sont installées à 25 mètres du fort sur la façade sud-ouest, permettant ainsi l'accès au monument à partir d'un bateau. Le nettoyage du fort s'intensifie avec l'évacuation d'une couche de guano d'une épaisseur de 50 cm et de 700 m3 de déchets divers vers le continent. Les ouvertures du fort sont ensuite nettoyées et fermées par des fenêtres, des portes et des volets. Au fil des années, d'autres travaux de rénovation ont été réalisés, la dernière rénovation majeure ayant eu lieu en 2005. En juin 2021, le département de la Charente-Maritime a annoncé sur les réseaux sociaux une reconstruction partielle des installations du monument. Prévu pour 2022 et 2023, ces travaux prévoient la reconstruction complète du brise-lames et du havre d'abordage, ce qui permettra au fort de retrouver son apparence de 1857. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers l'histoire fascinante du Fort Boyard. Du début de sa construction sous Napoléon Bonaparte, en passant par sa transformation en prison, jusqu'à sa rénovation et son utilisation actuelle en tant que décor d'une des émissions de télévision les plus célèbres de France, le fort a traversé les âges et a survécu à bien des péripéties. Au fil des années, il a été la cible des pillards, il a failli être rasé, mais il a toujours résisté et a su se réinventer. L'histoire du Fort Boyard est la preuve même que les bâtiments les plus robustes et austères peuvent avoir plusieurs vies et changer de visage. Alors la prochaine fois que vous regarderez l'émission Fort Boyard, n'oubliez pas que derrière le jeu et les défis se cache une histoire riche et fascinante, une histoire qui a traversé les siècles. Et qui sait, peut-être que dans le futur, le fort nous réserve encore de nouvelles surprises. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like, de partager la vidéo avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires passionnantes. Un grand merci à tous les abonnés, aux nouveaux comme aux anciens. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Prenez soin de vous. Bye bye.